Bien, très rapidement, parce que j'ai cru comprendre qu'on avait la première table ronde à 2h30. 2h30, donc on a très peu de temps. 3-4 remarques. Première remarque, ce travail fait partie, ce travail qui a vraiment été aidé, financé, discuté avec nos amis de l'UMR. Alain prend un ton très modeste, mais en fait, il est parmi les syndicalistes un homme qui n'a pas changé d'opinion, ce qui est quand même important. On a vu la CFDT, la CFDT, on va en parler dans un instant. La CFDT cause pour elle-même, je ne suis pas le porte-parole. Oui, c'est toujours ce qu'on dit. C'est grâce à ça que ce travail s'est inscrit dans les travaux plus généraux de la chaire transition démographique, transition économique, qui a donc donné lieu à ce premier bouquin, qui est en fait, au bout de 3 ans, la conclusion de tous nos travaux. On était une quarantaine, et qui a 3 idées fortes, 3 interrogations et 3 peut-être convictions. La première, c'est de se dire que, au fond, pour donner de l'air au débat dans notre pays, pour essayer de revivifier la manière dont on peut faire changer des positions, l'intergénérationnel, c'est-à-dire le regard qu'on peut avoir sur les positions respectives des différentes générations, était un point important. Donc, derrière ce mot de transition démographique, transition économique, c'est comment est-ce que l'intergénérationnel peut être un des éléments majeurs d'une politique économique. Premier point. Et après, ce livre montre, tous les intervenants montrent qu'on peut traiter tous les thèmes allant du logement, les transferts publics, la retraite, la santé, la formation professionnelle, etc. etc. Premier point à bien comprendre. Deuxièmement, et deuxième conviction, lorsque l'on parle d'intergénérationnel, assez rapidement, on se retrouve confronté à des problèmes du vieillissement, c'est-à-dire ces trois conséquences. La première, c'est évidemment le fait qu'il y a un prélèvement plus important sur le PIB de la part de ceux qui reçoivent des transferts publics, soit en retraite, soit en santé. Deuxième aspect, c'est que ça pose un problème de financement à l'économie, et notamment à l'économie de notre pays, pour la raison simple que au fond, une société vieillissante est allergique au risque, donc elle pose problème dans la manière dont on va financer une économie qui a besoin d'investissement. Donc c'est un sujet, à mon avis, majeur, peut-être le plus important. Et le troisième, c'est que une société vieillissante a un problème qui est un problème évidemment de rapport à l'innovation, car c'est clair que même si on n'est pas condamné à 66 ans, on est quand même moins frais qu'on l'était à 20. Donc, ce sont ces 3 points qui ont structuré nos affaires. Dans ce cadre-là, nous nous sommes interrogés sur le problème de la retraite, en ayant en tête l'idée que le débat sur les retraites, la manière dont les Françaises et les Français le vivent quotidiennement, les conflits que nous connaissons depuis maintenant 40 ans, qui existent dans tous les pays, mais qui chez nous a pris une forme particulière, tout ça fait qu'au fond c'est une sorte de poison du débat social dans notre pays, le non-règlement des problèmes des retraites. Or certes, il y a eu beaucoup de réformes. Didier, dans un des papiers de ce bouquin, rappelle l'importance des 3 réformes, mais il n'empêche que le problème, j'allais dire, de l'iniquité intragénérationnelle et intergénérationnelle est vraisemblablement, en tout cas de mon point de vue, le problème le plus compliqué, le plus difficile, le plus négatif, le plus crispant la société française de tous les problèmes de protection sociale. Et je pense donc qu'il faut que ce problème soit traité en priorité. Quand j'ai dit je, évidemment, ceci n'a pas grand sens. Alors, on a eu 30 ans de débats, dans les débats idéologiques inutiles, complètement inutiles, le débat sur la répartition et la capitalisation, comme si ça posait problème. Je le redisais, même si certains fonds de pension, et il y en a 2 en France, sont remarquables, mais il n'y en a que 2.
Et la répartition, personne n'a jamais imaginé un instant de la remettre en cause. Donc, il y avait un député dont j'ai oublié le nom, mais dont la spécialité, c'était de dire qu'il allait faire des fonds de pension. Il était bien le seul à y croire. Thomas. Oui, Thomas. Ça lui a fait sa petite notoriété. Aujourd'hui, si je reprends exactement ce qui est dit par Didier Blanchet, Antoine Delarue et tous ceux qui ont travaillé avec eux, dans les faits, les divers, et Jean-Michel Charpin, évidemment, et Olivier Davan, parce que vous avez tous les quatre, joué un rôle majeur dans les évolutions des systèmes de retraite, vous dites il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Le chiffre que Didier va reciter, j'imagine, tout à l'heure, c'est ce que ça aurait coûté si on n'avait pas fait les réformes de ceci de 93, 2003, 2010. Il n'empêche que le regard, évidemment beaucoup moins compétent sur ces réformes, montre qu'aucun des sujets qui, de mon point de vue, enfin du point de vue de beaucoup de gens, je dis je, mais pardon, c'est idiot de dire je, empoisonne ce débat, aucun de ces débats n'est réglé. Et le sentiment est qu'on vient maintenant avec une fréquence de plus en plus rapide, régler des sujets qui sont des problèmes qui sont des problèmes de 20 milliards une année, 7 milliards l'autre. L'année prochaine, ce sera 5 milliards 25, vous voulez, dans 2 ans. Sachant donc que, au fond, nous avons cette difficulté de fond. Et c'est la raison pour laquelle l'UMR et nous-mêmes, la chaire, nous avons lancé non seulement des travaux, mais une forme unique, originale, d'un séminaire. Pourquoi? Parce que le séminaire auquel vous allez assister est totalement aléatoire. La question est la suivante. Est-ce qu'il faut essayer de remettre en selle cette idée abandonnée depuis 2010 d'une réforme structurelle, et toutes les positions sont très respectables, sachant qu'il faut définir les mots. Les mots, c'est, pour nous, tel qu'on l'a défini et sur lequel il y a, me semble-t-il, pas de conflit de terminologie, il faut être précis. J'appelle structurel ou systémique ou ce que vous voulez. Ce qui est du domaine de la transparence, ce qui est du domaine de la convergence et ce qui est du domaine de la décorrélation totale ou partielle d'hypothèses sur les taux de croissance. Vous vous souvenez que chaque fois qu'il y a un rapport du corps, tout le monde dit leurs hypothèses, avant même que les rapports sortent, tout le monde se gausse, comme l'aurait dit Raymond Barre, du fait que ces hypothèses sont, un peu optimistes. Alors qu'elles ne le sont peut-être pas, mais en tout cas, c'est une difficulté. Et donc, on va, dans l'après-midi, essayer, non pas de proposer une réforme, disons, ça a 65 ans, c'est 45 années, etc. Rien de tout ça. On va juste essayer, c'est très ambitieux, de se demander s'il y a, dans les faits, la possibilité de définir ce que serait une réforme systémique ou structurelle, vous l'appelez comme vous voulez. Si c'était le cas, comment elle pourrait être progressivement mise en œuvre. Je dis bien progressivement mise en œuvre, car elle ne suppose pas la réforme, je dis ça pour Jean-Marc, parce qu'il faut bien que le sujet soit clair, en aucun cas elle ne suppose une unicité, peut-être à terme, mais ce n'est pas le sujet, une unicité de l'ensemble des systèmes de retraite. Le thème est le suivant, c'est que, comme sur la répartition de la capitalisation, on se développe en France, comme toujours, sur des mots qui sont non définis, sur des propositions qui sont non concrètes, sur des processus qui sont non élaborés. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'essayer de voir s'il est possible de l'élaborer grâce aux 2 tables rondes. Alors, les positions ne sont pas tout à fait convergentes. Mon camarade du Cercle des économistes, Jean-Michel Charpin, qui est quand même expert entre les experts, ce matin, dans la tribune du Cercle, a exposé une position qui est, comme toujours, de la part de Jean-Michel, très très respectable, mais comme toute discussion, comme toute position, elle est débattable, c'est normal. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est aléatoire? Parce que la première table ronde, Jean-Marc,
La première table ronde, c'est d'essayer de se dire sur le principe, non parce que là on va être assez soigneux dans la démarche, c'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire au fond qu'une réforme systémique structurelle et est-ce qu'on peut lui donner un contenu concret? Ce sera la discussion et puis est-ce que ça vaut la peine? Imaginons que chacun suive la position ça vaut pas la peine. À ce moment-là, j'ai déjà dit Antoine Delarue, pas de deuxième table ronde. Ça ne sert à rien, puisque la deuxième table ronde, c'est s'il s'avérait que c'est utile, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un compromis, c'est-à-dire une vision réaliste du sujet? Comment on ne va pas aller vers le système unique? Comment on peut essayer de faire un peu converger, rendre un peu plus transparent, un peu plus décorrélé des hypothèses macroéconomiques? Donc cette succession de tables rondes est comme un bon devoir d'économie, avec une première partie qui sous-tend la possibilité qu'il y ait une seconde partie. Mais je fais confiance aux uns aux autres pour que vous ne soyez pas désagréables vis-à-vis d'Antoine Delarue. Donc soyez sympas. On imagine qu'il y en aura 2. Et à la fin, on essaiera très rapidement, ceux qui le souhaitent, faire une petite conclusion qui reviendrait à dire, voilà ce qu'on peut appeler, oui, on peut le faire, voilà, ça prend 10 ans, 15 ans, où on n'est pas capable de mesurer voilà ce qu'il faudrait faire, voilà les étapes, voilà comment on peut mettre sur la table de nos dirigeants, gauche et droite, syndicalistes, ce que vous voulez, ils sont tous respectables, voilà ce qu'on appelle une réforme systémique, et lorsque vous nous dites, comme c'est reparti aujourd'hui, que ça n'est pas possible, il faut expliquer sur la proposition qui est faite ou les esquisses de propositions qui sont faites qu'en réalité, il y a une impossibilité majeure. Bonne chance à ceux qui diront ça. Parce qu'ils ne vont pas avoir uniquement Alain, moi-même, Jean-Marie, Antoine, mais ils vont avoir tous les gens qui sont ici et qui auront finalement voté sans le vouloir, même Jean-Michel, pour le fait qu'il y ait une réforme systémique. Voilà la ligne de travail de cet après-midi. Et je ne sais pas qui prend la parole, mais... Merci. Ah oui, j'ai oublié de dire que tout ça est parti de la CFDT, mais je sais que Jean-Marie n'est pas représentant de la CFDT, n'y a jamais été, c'est par hasard qu'il est là. Mais je rappelle que la CFDT nous a lancé dans cette piste-là il y a maintenant quelques années et a laissé tomber cette hypothèse pour des raisons dont j'ignore encore la raison.